Et ses habitants du désastre que pourraient causer les changements climatiques, c'est l'enjeu de la COP 21 en cours à Paris. Mais pour comprendre le réchauffement climatique, il faut avoir des éléments climat. Dans ce journal, un dossier s'intéresse à la problématique. Rencontre majorité présidentielle et opposition cet après-midi, situation sécuritaire, consolidation de la paix et gouvernance sont les sujets évoqués. Les deux parties ont décidé de se réunir dans une dizaine de jours. L'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako démarre ses activités au cours de cette année académique. Le chantier exécuté à hauteur de 80% a reçu la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Incendie hier du dortoir des garçons de l'Institut des jeunes aveugles IJA, le bâtiment qui a complètement brûlé servait de dortoir pour 80 jeunes garçons non-voyants. Il n'y a pour l'instant aucune information sur l'origine de l'incendie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le communiqué des conseils des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 2 décembre 2015 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Au chapitre des mesures législatives, au titre du ministère des Affaires étrangères, sur le rapport du ministère des Affaires étrangères, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la circulation des personnes et des biens signé à Yaoundé le 8 septembre 2015 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République du Cameroun. L'accord sur la circulation des personnes et des biens signé à Yaoundé le 8 septembre 2015 remplace la convention d'établissement et de circulation des personnes conclue le 6 mai 1964 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République du Cameroun. Il vise à préserver les intérêts des ressortissants de chacune des parties contractantes sur le territoire et l'autre partie. Il garantit aux ressortissants de chacune des parties la jouissance des libertés publiques garanties par les législations nationales respectives. L'accord du 8 septembre 2015 prend également en compte les nouvelles données, notamment sécuritaires et économiques des deux pays à travers des mesures portant sur l'institution du visa d'entrée qui ne s'applique pas toutefois aux titulaires de passeport diplomatique ou de passeport de service et aux agents de l'État en mission. La protection légale et judiciaire pour chacun des ressortissants. L'assimilation aux nationaux des ressortissants de chaque partie en ce qui concerne l'ouverture de fonds de commerce, de création de sociétés, de l'exercice de professions libérales. Le bénéfice de la législation du travail, des lois sociales dans les conditions fixées par les législations nationales. L'exercice d'activités professionnelles salariées ainsi que l'octroi de concessions, d'autorisations et de permissions administratives ou l'accès au marché public, l'accès aux services et établissements sociaux et sanitaires. Au titre du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, sur le rapport du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 83-27 AN-RM du 15 août 1983 portant institution du service national des jeunes. Le service national des jeunes SNJ est institué par une loi du 15 août 1983 afin de parfaire l'éducation et la formation civique et professionnelle des jeunes appelés. Le SNJ a formé de 1985 à 1991 8 contingents dont 6 réguliers de 2 spéciaux pour un effectif total de 6 635 éléments avant d'être suspendus le 20 avril 1991. Après plus d'une décennie d'arrêt, il paraît plus que nécessaire aujourd'hui
de le rétablir. Le service national des jeunes vise entre autres la formation au civisme et le don de soi au service de la nation, la promotion de l'attachement et du dévouement des jeunes à leur pays, à la collectivité, le développement de l'esprit de camaraderie, d'unité et de cohésion sociale chez les jeunes, la contribution à la lutte contre la dépravation des mœurs, la criminalité et l'insécurité dans notre pays. Il vise également la formation professionnelle et technique adéquate des jeunes en vue de leur insertion socio-économique et le développement des aptitudes physiques et mentales des jeunes par la pratique du sport et des exercices militaires. Le rétablissement du service national des jeunes s'inscrit en droite ligne du projet de société du président de la République par l'investissement dans la jeunesse pour la promotion de l'esprit de civisme et de socialisation des jeunes. Le présent projet de loi qui régit le service national des jeunes consacre des innovations en le rendant obligatoire pour tous les jeunes du Mali. L'institution du service national des jeunes va contribuer à parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de la Jeunesse et des Droits de l'Homme, sous le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2012-025 du 12 juillet 2012 portant indemnisation des victimes de la rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012. La loi numéro 2012-025 du 12 juillet 2012 alloue aux personnes civiles et militaires ayant subi des préjudices corporels ou matériels et les ayant droit des personnes décédées une indemnité en réparation des préjudices subis au moment de la rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012. Le présent projet de décret est pris dans ce cadre. Il prévoit l'indemnisation des victimes de la rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012 sous forme de rente, de pension ou de secours pour les cas de préjudice corporel et sous forme de réparation par équivalent ou en nature pour les cas de préjudice matériel. Il crée une commission d'évaluation, de recensement et d'indemnisation des victimes de la rébellion du 12 janvier 2012 et du mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012. La commission d'évaluation, de recensement et d'indemnisation des victimes procède notamment au recensement des victimes, à l'évaluation des préjudices matériels subis, à la détermination des rentes, des pensions, secours et des réparations. Elle procède également à la liquidation des rentes, pensions, secours et des réparations par équivalent en nature ou en numéraire et en fixe les périodes de versement. L'adoption du présent projet de décret contribue à l'établissement d'un climat de paix et de réconciliation au Mali. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, préfet du cercle de Nioro, M. Sekou Amadou Denon, administrateur civil, préfet du cercle de Yelimane, M. Makan Sissoko, administrateur civil, préfet du cercle de Kolokani, M. Sekouba, administrateur civil, préfet du cercle de Bougouni, M. Ousmane Christian Diara, administrateur civil, préfet du cercle de Koutiala, M. Cheikh Fantamadi Bouare, administrateur civil, préfet du cercle de Bankas, M. Boubacar Khan, administrateur civil, préfet du cercle de Youarou, M. Aliou Guindo, administrateur civil. Au titre du ministère des Mines, chargé de mission, M. Paulin Koulibaly, juriste. Voilà, c'est en intégralité le communiqué du Conseil des ministres de ce jour.
Nous allons donc à Paris, en marge de la conférence sur le climat à Paris. Le président de l'initiative Énergie pour l'Afrique, Jean-Louis Borloo, a été reçu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans l'agenda du chef de l'État, également le recueillement cet après-midi à la place de la République et au Bataclan pour un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier. Envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré, Abdou Salam Bambara, Sori Ibrahima Keïta et Aliou Touré. L'instant est solennel. Ce moment de recueillement du chef de l'État par le dépôt d'un gerbe de fleurs devant le Bataclan et la place de la République est doublement significatif. Primo, Ibrahim Boubacar Keïta rend hommage aux victimes de l'attentat perpétré le 13 novembre dernier à Paris. Secondo, il lance le défi de la paix, du bonheur, de l'espoir, bref, de la vie. Pour souvenir, après ce acte odieux, le président de la République avait lancé que les fanatiques voulaient mettre Paris dans l'ombre par cette action et que c'est peine perdue, la ville lumière continuera de briller de ses mille feux, conclut-il. Ah, moi, je trouve ça très bien. C'est humain, c'est humain. Il est quelqu'un de très bien. Moi, je pense que, voilà, et c'est des hommes comme monsieur qu'il faut respecter. Autant pour la COP21, autant que pour nos morts, le 13 novembre 2015. Ce qui concerne le président malien, c'est un bon signe. Vraiment, on demande à tous les présidents qu'ils puissent faire quelque chose pour ça. Auparavant, dans la matinée, le chef de l'État avait reçu en audience le président du projet Énergie pour l'Afrique, Jean-Louis Borloo, qui travaille en étroite collaboration avec de nombreux chefs d'État africains, ambitionne d'amener le taux d'électrification du continent à 50% dans un futur très proche. Chez nous, la lumière, qui est banale en vos contrées, est une chose de luxe dans nos pays. Or, sans la lumière et sans l'énergie, rien ne peut être fait, ni soigné. Dans une salle d'op, qu'il n'y ait pas de lumière, pour l'entendement occidental courant, c'est pas possible. C'est souvent à la lueur de bougies, ou de lampes pétromax qu'on opère dans nos pays. C'est pas une affaire d'un homme, une affaire d'un seul pays, c'est une affaire aujourd'hui dont l'humanité gagnerait bien à en faire une cause universelle. Les projets africains, il y en a partout des projets, c'est tellement impérieux. Le président s'est vu sur place, là-bas, enfin, parler que de ça. Simplement, il y a des projets, tous les chefs d'État africains, ils le savent. C'est majeur. Mali, bon. Donc le président est engagé depuis le premier jour. C'est pas du soutien, c'est affectueux, on travaille ensemble, je veux dire. Vous savez, on se passe la balle sans se regarder, à vrai dire. C'est un projet, nous y croyons. Mais voilà. Nous y croyons, c'est pas pour faire plaisir à Jean-Louis que nous sommes là et dans ça, mais c'est notre intérêt vital. Parce que de survie, autant je défends la cause de la survie du fleuve Niger, autant je me dis également que tout ce que j'ai dans mon pipe pour le progrès du Mali, le développement du Mali, serait voué à l'échec le plus absolu si je ne dispose pas aujourd'hui de l'énergie. Là, on ferme la baraque, pour parler trivialement. L'entrevue consistait à faire le point des actions engagées depuis le début de l'initiative de Jean-Louis Borloo en Afrique. Nous poursuivons avec ces messages de remerciement du président de la République adressés au docteur Thomas Yahibouni, président de la République du Bénin. Le peuple malien tout entier et moi-même avons été touchés par votre séjour au Mali pour marquer votre sympathie, exprimer vos sentiments de profonde compassion à l'endroit de notre pays et de son peuple suite à l'attentat barbare perpétré contre l'hôtel Radisson qui a endeuillé toute une nation émue le monde entier. En vous exprimant mes sincères remerciements ainsi que ceux de mon peuple, je voudrais vous réaffirmer ma constante disponibilité à doubler davantage nos efforts communs visant à éradiquer le terrorisme et l'insécurité grandissante dans notre sous-région. Également, le même message adressé au président sénégalais Macky Sall. Le peuple malien tout entier et moi-même avons été touchés par votre séjour au Mali pour marquer votre sympathie et exprimer vos sentiments de profonde compassion
à l'endroit de notre pays et de son peuple suite à l'attentat barbare perpétré contre l'hôtel Radisson qui a endeuillé toute une nation et ému le monde entier. En vous exprimant mes sincères remerciements ainsi que ceux de mon peuple, je voudrais vous dire combien sont séculaires les liens qui unissent les peuples maliens et sénégalais et vous réaffirmer ma volonté constante à les raffermir davantage par nos efforts communs de lutte contre le terrorisme et l'insécurité grandissante dans notre sous-région. Convaincu qu'ensemble nous vaincrons les forces obscurantistes, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Nous repartons à Paris. L'autorité du bassin du Niger a présenté cet après-midi son plan d'investissement climat au pavillon Afrique. Une enveloppe de 3,11 milliards de dollars sera nécessaire pour la mise en œuvre du plan. Le financement concerne 246 actions prioritaires étalées sur 10 ans, elles-mêmes adossées au plan opérationnel décennal de l'autorité du bassin du Niger, dont le montant total est de 8 milliards de dollars. Les ministres des pays membres étaient tous présents à la cérémonie, ainsi que l'ambassadrice du Sahel pour la COP 21, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, qui a d'ailleurs été interrogée par nos envoyés spéciaux. Un message d'espoir de voir que la COP21 va nous donner l'occasion, en tout cas à l'Afrique, de faire connaître ses préoccupations et ses attentes vis-à-vis des changements climatiques. Ils sont très importants. Seuls nous ne pouvons pas les porter, mais ensemble avec les autres pays africains, avec les partenaires au développement, nous pourrons porter ces préoccupations et ces attentes et les réaliser en actes concrets. Et c'est ce que le PIC, le programme d'investissement climat de l'ABN, propose aux 9 pays membres du bassin de Niger. Fait que nous subissons les changements climatiques alors que nous y sommes pour très peu. Nous n'apportons pas beaucoup de pollution, nous n'apportons pas beaucoup de gaz à effet de serre, mais quand les changements climatiques arrivent, c'est nous qui les subissons, davantage que les autres, plus que les autres. Donc, nous espérons que les négociateurs qui sont là vont faire en sorte que le pollueur paye en prenant en charge les projets, les programmes de la résilience. J'ai espoir, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à l'avenir, parce que d'abord, les partenaires avec lesquels nous sommes partis pour ce programme, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, sont des partenaires fiables, de confiance, qui ont déjà annoncé qu'ils prennent en charge le quart du financement. Mais comme la présidente l'a dit, on souhaiterait même qu'ils aillent au-delà du cadre de financement. Ils pourraient aller peut-être à 50%, mais 50 autres 5%, les pays et les autres partenaires pourront nous aider à les mettre en place. Au troisième jour de la COP21, les actions se concrétisent. Après les volontés politiques affichées, ce sont les négociateurs qui entrent en scène. Parmi ceux qui sont plus en vue, il y en a un, malien celui-là, Seni Nafo. C'est lui qui pilote et coordonne les négociations africaines sur la question climatique. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontré. Il esquisse les stratégies envisagées, leur impact surtout en Afrique et l'espoir pour l'atteinte des objectifs. Seni Nafo au micro de Sori Ibrahima Keita et Ali Touré. Préoccupation à long terme, avoir une réduction de la hausse de la température. On est à peu près aujourd'hui entre 2,7 et 3 degrés Celsius. Il faudrait qu'on soit à 1,5-2 degrés à l'horizon 2100. Comment le faire? Il y a un processus à 3 temps qu'on propose, justement les fameuses contributions. Le Mali a fait ses contributions climatiques il y a moins d'un mois. 25% à peu près de déviation sur une trajectoire normale. Faire des contributions, examiner les contributions et ensuite trouver un programme pour pouvoir remplir le fossé, premièrement. Deuxièmement, gérer l'urgence. Et l'urgence, c'est les impacts que les populations et les communautés subissent tout de suite. Le président Hollande a présidé un sommet africain. Plusieurs projets et initiatives étaient à l'ordre du jour. La Grande Muraille Verte, le bassin du Niger, le bassin du Congo et puis le lac Tchad.
tout ça, c'est autant d'urgences. Donc la question de financer cette urgence-là, de financer les impacts, est une question qui est fondamentale ici. Le groupe africain a fait une proposition de financement spécifique. Dernièrement, les énergies renouvelables. L'énergie est au cœur du développement. L'Afrique a développé un programme très ambitieux qui double la vitesse, qui veut doubler la vitesse à laquelle on installe des énergies renouvelables en Afrique. C'est une cible de 10 gigawatts pour 2020, c'est les 5 prochaines années, et 300 gigawatts pour 2030. 300 gigawatts, ça ne veut pas dire, ça ne dit peut-être pas grand-chose. Quand on dit ça aux auditeurs, il faut savoir que la capacité totale électrique installée en Afrique est de 150 à peu près, 143, moins de 150 gigawatts. Donc 300 gigawatts à l'horizon 2030, dans 15 ans, c'est quand même un chiffre qui est assez ambitieux. Sauver la terre et ses habitants, animaux comme végétaux, du désastre que pourrait causer les changements climatiques. Tel est l'enjeu de la COP21 qui se tient actuellement à Paris. C'est un enjeu planétaire qu'aucun pays seul ne peut résoudre. Pour comprendre le réchauffement climatique, nous vous proposons les éléments du climat dans ce dossier signé Lamine Tchekoura Coulibaly. Depuis au moins 4 décennies, on constate un réchauffement accéléré de notre planète. Les températures moyennes annuelles sont partout en train d'augmenter, tant à la surface de la Terre que dans l'atmosphère. L'atmosphère étant toute cette enveloppe d'air dans laquelle nous baignons et qui garantit notre survie, comme le poisson dans l'eau. Ce phénomène de réchauffement climatique engendre par endroits des modifications dans les climats. Modifications au contre-coup dramatique de plus en plus accentuées. C'est le temps des inquiétudes face à ce qu'il conviendrait d'appeler, et sans exagération, l'agonie de la Terre, aux conséquences fatales sur les êtres vivants, animaux comme végétaux, micro et méga. Les enjeux de Paris, c'est d'abord l'enjeu même de l'existence de notre humanité, la survie même et l'existence même de l'espèce humaine et l'espèce animale. L'enjeu de la COP21 pour le Mali est essentiel à plusieurs titres. Il faudrait que nous puissions produire une agriculture saine, mener une vie économique qui puisse respecter, ou en tout cas respectueuse de la nature. Avant tout, qu'est-ce que le climat? Le climat est la succession de divers types de temps dans leur articulation habituelle au cours des saisons, au-dessus d'un lieu en une année. Les éléments du climat sont la température, l'humidité atmosphérique, les précipitations comprenant ici les pluies, les rosées, les neiges, les giboulées. Nous avons aussi le rayonnement solaire, les vents aussi. Le plus influent de ces éléments du climat est la température. Cet élément interfère sur les autres. Les changements climatiques ne sont pas un phénomène nouveau. Du précambrien au quaternaire, il s'est produit plusieurs cycles de changements. Depuis la révolution industrielle, avec ses nombreuses applications dans la vie courante, nous assistons à un réchauffement planétaire sans précédent. Et pour les pays sahéliens d'Afrique, dont le Mali, les signes d'alerte sont sans équivoque depuis la sécheresse des années 70. On a les plus grosses conséquences des changements climatiques. Les inondations, les excès de chaleur, et notre agriculture qui subit fortement les effets néfastes de ce changement climatique. La température a augmenté de 0,3 degré Celsius. Les pluies ont diminué de 20% au Mali. Nous assistons aussi à une sécheresse endémique dans le pays. Autre conséquence aussi importante de ces changements climatiques au Mali, c'est surtout l'extension des maladies climato-sensibles. Par exemple, le palu, le choléra, la méningite, qui sont des maladies dont les agents pathogènes dépendent en grande partie des éléments du climat. Sommes-nous victimes ou coupables des changements climatiques, nous, pays sahéliens? Je dirais victimes, parce que, comme vous saviez, toute l'Afrique réunie ne contribue au réchauffement climatique à hauteur de 3%. Et si vous prenez un pays comme le Mali, nous contribuons pour 0,06% du réchauffement climatique. L'homme est à la fois coupable et victime. Dans les pays développés, le développement, c'est
s'est accélérée et ces pays développés n'ont pas tenu compte des rejets de leur industrie, des machines sur l'environnement, du pouvoir autorégulateur de l'environnement. Ce sont ces rejets excessifs maintenant qui ont perturbé le climat. Dans les pays maintenant en voie de développement comme le nôtre, nous sommes victimes. L'homme est victime parce que nous émettons moins de gaz à effet de serre. Mais en même temps, nous contribuons par le déboisement. Le déboisement a comme conséquence maintenant réduire alors la végétation qui devient un élément important pour séquestrer le CO2, c'est-à-dire détruire le CO2. Malheureusement, le CO2 augmente. Les plantes maintenant qui peuvent séquestrer le CO2 diminuent. Mais moi, je suis dans ce courant d'idées qui disent qu'il n'y a pas de victimes et de coupables. Il y a vraiment des pays qui ont eu à prendre à un moment donné l'avantage avec la maîtrise des connaissances et la maîtrise d'un certain nombre de savoir-faire et à développer des technologies et à aller de l'avant. Et il y a des pays en ce moment qui n'ont pas pu avoir ce train ou bien cette opportunité en ce moment-là pour pouvoir vraiment se développer. Maintenant, le problème qu'il y a aujourd'hui, nous sommes tous dans une maison qui est la maison terre. Quand ça va péter pour tout le monde. Qu'est-ce que l'effet de serre? Les gaz d'effet de serre sont le CO2, le gaz carbonique, provient de la combustion des carburants fossiles, le pétrole, le gaz, l'essence, le kérosène, le fioul. Nous avons aussi le méthane, nous avons aussi le protoxyde d'azote qui provient surtout encore des industries. Pour mieux comprendre l'effet de serre, lorsque vous garez votre voiture dans la rue, vous montez les vitres, vous faites monter les vitres. 1 heure après, 2 heures après, vous venez ouvrir la portière, vous sentez à l'intérieur une chaleur. C'est ça l'effet de serre. Au mois de mars, mois d'avril, il fait chaud. Lorsque maintenant le soleil se couche et la nuit, si on est auprès d'un mur en parpaing en béton, on sent la chaleur venir vers soi. C'est donc les émissions infrarouges que ce mur envoie. Ça, c'est encore une autre forme d'effet de serre. Ainsi, nos forêts se savanisent, les savanes se sahélisent et le Sahel se désertifie. Conséquence, le désert est en train d'engloutir le centre du pays et peut-être demain le sud, plus humide. Dans le Sahel, il y a plus de 50 millions de jeunes. Aujourd'hui, les changements climatiques, qu'ils soient éleveurs, pêcheurs, agriculteurs, etc., donc leur insertion devient de plus en plus très difficile parce que donc, les activités économiques se font de plus en plus rares ou bien perturbées et ils ne croient pas à ça, donc ils sont facilement récupérés par, c'est-à-dire des groupes de différentes sortes. La soif de la terre entraînant la faim des hommes, entendez la famine, il en résulte des déplacements massifs de populations. Des populations fuyant leur milieu naturel, devenus de plus en plus hostiles, et qui provoquent par ailleurs des pressions sur la terre dans les zones d'accueil, avec très souvent des conflits entre populations autochtones et allogènes. La Cour constitutionnelle a proclamé aujourd'hui la liste des candidatures validées pour l'élection partielle dans la circonscription électorale d'Ansongo. Le premier tour est prévu pour le 10 janvier 2016. Elle fait suite au décès du député Alidou Bonzei le 31 août 2015. Manassa Danyoko au micro de Bourama Traoré. Considérant que tous les dossiers reçus à la Cour constitutionnelle obéissent aux conditions de forme et de fond édictées par la loi organique numéro 02010 du 5 mars 2002 et ses textes modificatifs subséquents, ainsi que la loi numéro 06044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs ci-dessus visés, qu'en raison de ce qui précède, la Cour constitutionnelle, article 1er, proclame valide les candidatures de 1. Ibrahim Abdoulaye Touré, enseignant, candidat de l'Alliance pour la République, APR. 2. Suleiman El Mahmoud, éleveur, candidat du Rassemblement pour le Mali, RPM. 3. Salerom Talfo Touré, enseignant à la retraite, candidat pour l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PASG. 4. Abdoul Baki Ibrahim Diallo, médecin, candidat de l'Union pour la République et la démocratique URD. 5. Djibrila Assimi Maïga, candidat de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, ASMA CFP. Article 2. Dit que les réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures ci-dessus retenues doivent être déférées à la Cour constitutionnelle dans les 24 heures
qui suivent la présente proclamation. Les partis de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition se sont rencontrés cet après-midi. L'ordre du jour, qui comportait 2 points, a été complété à 3 par les partis de l'opposition. Majorité présidentielle et opposition politique ont décidé de se réunir dans une dizaine de jours. Mahamadou Doumbia pour les détails. Initiée par les partis de la majorité présidentielle, cette rencontre avec les partis de l'opposition est un signe très important dans le cadre du rapprochement des points de vue souvent divergents quant à la gestion de la vie de la nation. 2 points inscrits à l'ordre du jour proposés par la majorité présidentielle concernant la situation sécuritaire, la consolidation de la paix, complétés à 3 par les partis de l'opposition, à savoir la gouvernance. Conscients dès lors de l'immensité des débats qui peuvent en découler, les partis de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition ont donc décidé de se rencontrer dans une dizaine de jours. Je ne demande pas le consensus. Ce n'est pas nécessaire. C'est de la contradiction que jaillit la lumière, ça je le sais, mais quand même il est temps que nous déplaçons le débat de la rue pour l'amener au niveau intellectuel, parce qu'il y a des élites dans ces pays-là qui peuvent, avec les expériences avérées des uns et des autres, proposer quelque chose qui pourrait vraiment sauver ce pays-là. Nous avons essayé de faire un cadre de concertation périodique pour examiner l'ensemble des 3 thématiques que nous avons définies. Il n'y a pas de questions taboues. Nous nous rencontrerons pour débattre de tout ça et les propositions qui en seront faites seront portées à la connaissance de qui des droits. Nous sommes arrivés pour parler de ces questions, mais manifestement la majorité n'était pas prête pour discuter. Donc il a été décidé de trouver un autre moment quand la majorité sera prête pour évoquer ces questions d'intérêt national. La particularité de cette première réunion majorité-opposition dénote tout simplement de l'intention de tous pour discuter de la situation difficile que traverse notre pays. L'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako ouvrira ses portes au cours de l'année académique qui se poursuit. Engagement pris par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le chantier aujourd'hui. Exécuté à hauteur de 80%, l'entreprise en charge des travaux compte remettre les clés au plus tard le 25 décembre prochain. Pour accéder à l'école, je vous le rappelle, l'École supérieure de journalisme des sciences de la communication de Bamako, les détenteurs de baccalauréat malien seront soumis à un concours d'entrée. Boubacar Sissoko. Une bonne nouvelle pour les Maliens qui attendent avec impatience l'ouverture de cette école supérieure de journalisme et de sciences de la communication. Le chantier est au niveau des travaux de finition, ce qui est un motif de satisfaction pour le ministre de tutelle. L'entrepreneur nous assure de la remise des clés au plus tard le 25 décembre. J'ai constaté par moi-même que les gros œuvres est terminé. Nous en sommes aux travaux de finition. Le matériel restant est sur place. L'éclairage, les sanitaires, la peinture attendait une approbation pour être poursuivie. Et je pense que nous pourrions être dans les délais et pour réceptionner le chantier et également pour ouvrir l'école pour cette année académique. C'est le bémol, la proximité de l'école avec la route, ce qui peut occasionner des bruits qui pourront affecter les cours. Nous avons constaté des problèmes de sonorisation. Certains côtés de l'école donnent sur une grande rue avec beaucoup de bruit. Il va falloir travailler à l'insonorisation. On l'avait déjà signalé, mais nous attendons des moyens supplémentaires pour les faire dans les meilleurs délais possibles. Pour les ministres, les critères d'entrée à cette école de journalisme restent le baccalauréat et le concours. Le niveau de recrutement sera le bac, mais n'y viendra pas qui veut. Il y aura un concours qui sera assez sélectif. Mais nous réfléchissons également à autre chose. Vous avez aujourd'hui beaucoup de vos collègues journalistes qui n'ont pas fait des études de journalisme. Une des vocations de cette école, c'est d'améliorer la qualité du produit journalistique. Comment faire en sorte que par un système de formation continue, on puisse à tour de rôle les faire venir ici et en plus de l'expérience qu'ils ont acquise sur le terrain, en faire de vrais journalistes imbus
de la déontologie de la profession. L'entreprise chargée des travaux entend respecter la date du 25 décembre 2015. Aujourd'hui, les travaux ont un état d'avancement à peu près de 80%. Le contrôle est là pour veiller à ce que l'entreprise respecte ses clauses contractuelles et qu'on finit les travaux dans les meilleurs délais. L'entreprise s'engage à remettre les clés au plus tard le 25. Cette école supérieure de journalisme et des sciences de la communication est située à Dar es Salaam, Bamako. Elle comporte des salles de cours, des studios radio et télévision, des laboratoires, des amphithéâtres, des salles de travaux et des bureaux pour l'administration. Troisième réunion de suivi de la feuille de route pour la mise en œuvre du transit routier inter-État unique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce projet vise à rendre le commerce plus compétitif en Afrique de l'Ouest grâce à l'élimination des barrières au commerce, transport et transit. Rachel Tessougué. Le Mali s'engage dans la mise en place du trieux unique sur les corridors qui le lient au port d'Abidjan. L'instauration de ce trieux devrait contribuer à lever les contraintes sévères qui limitent l'approvisionnement correct de notre pays en produits de grande consommation. Cela s'avère indispensable pour fluidifier les échanges commerciaux entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le trieux, c'est un moyen par lequel, justement, une garantie est donnée entre les deux pays pour que le Mali, qui est un pays importateur via la Côte d'Ivoire, ne puisse pas déverser la marchandise dans le pays ivoirien, traverser. Ou si c'était le cas, qu'il y ait un moyen pour rembourser, pour dédommager les administrations ivoiriennes. Vice-versa, quand nous allons aussi dans le cadre de l'exportation, aussi, cela est fait. Donc il y a une fluidité qui se crée. Aujourd'hui, au lieu qu'on fasse un voyage à Abidjan-Bamako en une semaine ou 10 jours, nous pourrons le faire en 3 jours. Vous imaginez ce que c'est comme gain de temps? Le ministère de la Promotion des investissements et du secteur privé salue la création de ce projet. Notre pays situé au centre de l'Afrique a besoin de la facilitation des procédures internationales régissant le commerce et les transports extérieurs. Il est impérieux pour nos États d'apporter des réponses justes à travers le renforcement de l'intégration économique régionale. C'est pourquoi je salue aujourd'hui cet excellent modèle de coopération sud-sud destiné à faciliter et à sécuriser au mieux nos échanges commerciaux. L'Alliance Borderless a pour mission de promouvoir et de faciliter le commerce régional, tout en réduisant les coûts du transport, les retards et les inefficacités procédurales à travers l'Afrique de l'Ouest. Retour au bercail pour 170 Maliens vivant en Libye. Ils sont arrivés hier soir à l'aéroport international Bamako-Sénou. À l'accueil, il y avait les autorités, bien sûr, pour les accueillir. Agibou Koulibaly, compte rendu. Les conditions de vie épouvantables pour les migrants, ajoutées aux conséquences des conflits armés, montrent à quel point vivre est dangereux aujourd'hui en Libye. Ce sont là quelques raisons qui ont poussé nos compatriotes à regagner le bercail. Pour Manfa Diallo, un autre compatriote de retour, les autorités maliennes doivent tout faire pour rapatrier ceux qui sont en prison en Libye. Les représentants des autorités présentes à l'accueil disent avoir pris toutes les dispositions idoines pour héberger et soulager les Maliens rapatriés. Nous avons pris des dispositions avec les compagnies de transport pour prendre les dispositions pour que chacun arrive à sa destination finale. Maintenant, après la destination, nous avons nos services déconcentrés du ministère de la Solidarité qui prennent le relais pour pouvoir voir ceux qui peuvent être insérés sur le plan socio-professionnel pour les accompagner dans le cadre de la réinsertion. Tout cela est couronné des activités de sensibilisation parce que vous avez vu, c'est les méfaits de l'immigration. Et nous allons sensibiliser pour que vraiment nos compatriotes arrivent à rester sur place, essayer de développer des activités génératrices de revenus, des activités économiques pour se développer. Le gouvernement ici, depuis un moment, en tout cas, encourage tous ceux qui sont désireux, en tout cas, de rentrer au pays, qu'ils fassent la demande et le gouvernement est là pour les accompagner. C'est une décision très courageuse de leur part de rentrer volontairement ici au Mali. Donc on est très content de les accueillir et on va faire tout notre possible pour les accompagner. Ce retour a été possible grâce à l'accompagnement de l'Organisation internationale des migrations. Ici, il faut saluer le leadership du gouvernement malien qui a été au devant de toutes les choses
qui a facilité le retour de ces Maliens. L'OIM a juste été d'un support pour cela. Donc ici, je voudrais saisir l'occasion de cette discussion aujourd'hui pour dire aux jeunes, parce que tous ceux qui sont venus, la majeure partie d'entre eux sont des jeunes, pour dire que même s'il est reconnu que la migration a beaucoup d'effets très positifs, il faut reconnaître que la migration irrégulière a beaucoup d'effets négatifs. Au moins 300 autres Maliens sont encore en Libye pour être évacués sur le Mali. Nous poursuivons avec ce communiqué de l'ambassadeur du Mali à Libreville qui porte à la connaissance de la communauté malienne au Gabon que les opérations de révision annuelle des listes électorales au titre de l'année 2015 ont débuté et se poursuivront jusqu'au 31 décembre 2015. Les travaux de la commission de révision portent sur les opérations ci-après, le transfert des électeurs de l'extérieur dans les localités ou entre les localités de la circonscription électorale en vue de les rapprocher davantage de leur bureau de vote, la radiation des électeurs décédés ou ayant perdu leur droit de vote suite à une décision de justice. En conséquence, l'ambassadeur invite tout électeur inscrit sur les listes électorales biométriques intéressé par l'une de ces opérations à se présenter devant la commission administrative de révision CISE à la chancellerie du lundi au samedi de 8h30 à 16h. ECAP Sahel a remis aujourd'hui un lot de matériel informatique à la police nationale. L'événement a eu lieu sur place à la direction de la police. Isaac Tchenou. Contribuer à la performance de la police nationale, c'est ce qui motive l'ECAP Sahel à faire ce don de matériel informatique. Ce don est composé de 18 ordinateurs fixes, 16 portables, 16 imprimantes variées et leurs accessoires. Par ce geste, l'ECAP Sahel contribue à la modernisation de la police. Ça a l'air d'être peu de choses, mais avec un bon emploi, on peut faire de peu de choses, une utilisation qui change un peu la donne et qui vous remet un peu plus à niveau, au niveau qui est dû à une police moderne. Nous modernisons vos façons et vos procédures, mais nous modernisons aussi votre équipement. Aujourd'hui, en octroyant cet important lot de matériel informatique, ECAP Sahel Mali s'illustre encore une fois dans le maintien de la culture d'un partenariat fécond entre nos deux institutions. Monsieur le chef de la mission ECAP Sahel, je vous donne l'assurance que ce matériel ici sera utilisé à bon escient et en bon endroit. Ce matériel permettra de réduire les difficultés de la police en ce qui concerne le problème lié à l'informatique. Et ECAP Sahel intervient dans le domaine de la formation, du conseil des corps habillés, entre autres. La journée des personnes handicapées est commémorée chaque 3 novembre. À cette occasion, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord a fait une déclaration dont je vous propose un extrait au micro de Moussa Fani. Mamadou Fani. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre en ce jour 3 décembre 2015, la journée mondiale des personnes handicapées. Le thème retenu pour cette année est « Vers une société plus inclusive, accroître le pouvoir d'agir des personnes handicapées ». C'est en 1992, à la fin de la décennie mondiale des personnes handicapées, 1983-1992, que l'Assemblée générale des Nations unies a, par sa résolution 47.3, proclamé le 3 décembre Journée internationale des personnes handicapées. Depuis cette date, elle est célébrée chaque année dans le monde entier. La commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées participe de la sensibilisation des communautés et de la mobilisation de tous les acteurs impliqués autour des préoccupations essentielles des personnes handicapées, notamment celles liées à leur inclusion et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle contribue au réveil des consciences et offre l'opportunité de réaffirmer certains principes de base, malheureusement trop souvent oubliés, tels que celui de la liberté,
de l'égalité et du droit à un traitement digne. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, entame à partir du 7 décembre prochain une visite dans la région de Ségou pour partager l'information. Le gouverneur de la région a animé une rencontre avec l'ensemble des forces vives de Ségou. Kandesila. En rencontrant les forces vives de Ségou, le gouverneur de la région a voulu partager avec l'ensemble des acteurs les informations relatives à la visite du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Je me devais de rencontrer donc toutes les couches pour les informer, demander une mobilisation générale, totale, afin de réserver au président de la République et au chef de l'État un accueil des plus marquants. Selon le programme indicatif, cette visite prévue en ce début du mois de décembre aura un agenda bien riche. Agenda marqué par des visites, des rencontres et une série de lancements de grands travaux ou d'inauguration d'unités industrielles. Pour le gouverneur de Ségou, il s'agit de réussir le pari de la mobilisation. Pour la cause que toute la population procède au nettoyage de la ville, les rues, les alentours des concessions, et que chacun fasse en sorte que la tâche revienne à la mairie pour le transport des ordures. J'ai demandé aussi aux populations, compte tenu de la circonstance, plus de vigilance, en un mot, leur engagement pour la réussite de la visite du président. Ségou, ville propre, doit être désormais un fait marquant dans l'ensemble des 7 cercles de la région. À Tombouctou, les populations de la tribu Kel Antassar étaient en conclave. Les questions thématiques définies par l'accord pour la paix et la réconciliation issues du processus d'Alger ont été largement évoquées pendant 2 jours. Le compte rendu, le commentaire de Alpha Mega. La paix n'a pas de prix et c'est justement dans ce contexte que la tribu Kel Antassar s'est retrouvée à travers ce forum. Dans le but de s'unir d'abord et de tendre la main aux autres communautés voisines et d'apporter leur contribution pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix signé à Bamako. Ils sont au nombre de 1500 participants. Le Mali est une nation des Noirs et des Blancs. Et ils sont tenus de vivre ensemble sur le territoire malien. Pendant 2 jours de travaux, les échanges ont porté sur les questions thématiques définies par l'accord pour la paix et la réconciliation issues du processus d'Alger. Ainsi, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la désignation d'un chef général de la tribu Kel Antassar de Tombouctou. Ils en appellent au retour de l'administration. Ils ont décidé de traquer les malfaiteurs d'où qu'ils soient. Une des décisions les plus importantes, c'est l'élection de Abdul Najib par l'ensemble des communautés Kaltamachak et chefs de tribu comme le nouveau chef de la tribu Kel Ansar en remplacement du patriarche Mohamed El Mehdi qui est décédé en 2014. La communauté puisse intégrer le processus de paix et puisse facilement se réconcilier avec les autres communautés sœurs. Cette mission a bénéficié du soutien du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des ministres de la Défense et des anciens combattants, de l'emploi et de la formation professionnelle et bien entendu du ministre de la Réconciliation nationale. Toujours dans la région de Tombouctou, la SEMA est la plateforme en campagne de sensibilisation sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. La mission conjointe a sillonné plusieurs localités avec la facilitation du Centre pour le dialogue humanitaire. Le compte rendu de Yehia Tandina. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation exige une vaste campagne de sensibilisation auprès des communautés. C'est dans ce cadre qu'une mission conjointe SEMA et plateforme vient de sillonner plusieurs localités de la région de Tombouctou. On a le premier axe qui est parti de Gossi, qui est passé par Ber, qui est passé par Troya et s'est retrouvé à Tombouctou. Le deuxième axe est parti de Mema, à Foïta, Haslibion, Léré, Nyofunke, Tonka, Gunda, Dire, Douéchire, Acharan, Tintelut, pour se retrouver aujourd'hui à Tombouctou. Le troisième axe est parti de Léré. De Léré à Razelma, Gargando, Koiguma, Mbuna, Bintabungu, Tina Aïcha, Zouaira, Bankor, Farache et se retrouver à Tombouctou. L'axe 16 est parti aussi de Gossi. De Gossi, mais ils sont partis vers la direction de Inadjatafan. Bambaramode, Fifo Arlal, Madjakoy,
et se retrouver à Tombouctou. Partout, la mission a véhiculé des messages de paix, de vivre ensemble, de la cohésion sociale et du pardon. On a créé la mission, on a formé les gens sur l'accord dans les deux mouvements, dans la plateforme et la coordination. Donc c'est très important que les différentes couches aient la même compréhension de l'accord. Et c'est très important que les gens aillent vers la paix très rapidement. Et la guerre, ça n'arrange rien. Il faut la paix, il faut dialoguer pour avoir une solution durable et finie pour le Mali. C'était une rencontre extrêmement importante. C'est une rencontre qui fait que nous, on a beaucoup compris le sujet, surtout l'accord d'Alger. Et vraiment, on a vu vraiment deux frères ensemble, les plateformes SMA qui sont ensemble, main dans la main. Et vraiment, on a compris beaucoup de choses. Cette rencontre de restitution a regroupé les Songhouis, les Arabes et les Tamasheks qui se sont appropriés le contenu de l'accord pour la paix et la justice. Elle a été facilitée par le Centre pour le dialogue humanitaire. Partenariat pour l'exercice d'une gouvernance appropriée, c'est le thème d'une rencontre organisée par le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, créé 2002, et c'était à Sikasso. Compte rendu, Sekou Konaté. Pour ce forum de Sikasso qui a regroupé les acteurs étatiques et non étatiques, leaders communautaires, religieux et représentants des organisations de la société civile, créé 2002 en partenariat avec Oxfam et l'appui financier de la coopération suisse, veut partager les grandes orientations du programme Partenariat pour l'exercice d'une gouvernance appropriée PEGA 2015-2018. Dans notre programme triennal de 2010-2012, nous avons mis en place ce qu'on appelle des cadres institutionnels de portage de la citoyenneté, qui sont donc construits et articulés autour des chefs de village, des chefs de quartier et leurs conseillers. Et ensuite ouvert également aux jeunes et aux femmes. Donc il s'agit maintenant de réactiver et de redynamiser ces cadres institutionnels de portage de la citoyenneté et de les ouvrir au CDQ, on puisse aller ensemble. La mise en œuvre des activités du dit plan quadriennal 2015-2018, les stratégies d'organisation des acteurs étatiques et non étatiques, le répertoire des chefs de village et de quartier, les cadres institutionnels du partage de la citoyenneté et du civisme CIPC, ont constitué les axes d'échange de la journée, mais aussi le contrat-plan État-région et l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Il disait que le village est la cellule de base, est une cellule vivante et que c'est de la vitalité de cette cellule qui dépendra la vitalité de la nation entière. Comme à partir de ces différents territoires, de leur potentialité humaine, économique, sociale, culturelle, traditionnelle, construire des politiques publiques. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit, pour notre nouveau programme, que le citoyen et les collectivités territoriales au cœur de l'action publique. Et les autorités régionales de saluer cette démarche de CRI 2002 qui contribuera sans doute à mieux sensibiliser les acteurs sur leur rôle dans la construction d'une bonne gouvernance. Nous retournons à Ségou où étaient en visite des responsables du programme de la microfinance rurale et du Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA. Objectif, superviser les activités du programme sur place. Le compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed Ould Mamouni. Le programme de microfinance rurale PMR, une initiative du gouvernement du Mali et du Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA, est à sa 5e année. Son impact sur les activités économiques dans les zones bénéficiaires est bien visible. En témoignent ces femmes qui ont pu réaliser des progrès dans leurs activités génératrices de revenus. Grâce au programme de microfinance rurale, j'ai pu développer mes activités. Moi, je suis cultivatrice et aujourd'hui, j'ai obtenu un crédit grâce au PMR. J'arrive à faire mon travail comme ça se doit. Ainsi, pour constater l'impact réel sur le terrain, la mission de supervision s'est rendue dans la région de Ségou. Elle a eu des échanges fructueux avec les bénéficiaires. On fait un constat très positif. On a rencontré des acteurs très motivés, des acteurs qui coordonnent le programme. Et puis ensuite, on a aussi rencontré des ONG qui apportent des appuis aux producteurs sur le terrain. On a rencontré maintenant des groupes de femmes. Et donc, en fait, on est très impressionné par le niveau de motivation, d'implication des gens. L'évolution aujourd'hui, c'est qu'après 4 années d'activité du programme, nous sommes très satisfaits du niveau de résultats et d'impact sur le terrain. Ce que nous avons constaté sur l'ensemble des zones d'intervention aujourd'hui. Là, depuis hier, c'est les zones que nous avons pu voir, pu parcourir, rencontrer les bénéficiaires, les femmes, les jeunes, aller visiter les réalisations des champs des maraîchers.
Le programme de microfinance rurale s'étale sur une durée de 8 ans pour un budget global de 20 milliards de francs CFA. Il couvre les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Sikasso et Caille. Je vous l'annonçais dans les titres, le dortoir des garçons de l'Institut des jeunes aveugles, 6 à Faladier, parti en fumée hier après-midi. Le bâtiment en question sert de dortoir pour 80 jeunes non-voyants. Fousséni Tunkara était sur place. Pas de perte en vie humaine, mais 2 blessés. Le bâtiment entièrement brûlé avec tout son contenu. Voilà le triste bilan de cet incendie survenu ce mardi à l'Institut national des aveugles IGA. En ce moment, on n'a pas su la provenance de l'origine du feu. Alors là, les dégâts sont inestimables parce que c'est les armoires qui ont brûlé, c'est tous les habits des enfants, tous les documents scolaires et les matelas, et les moustiquaires, tout a brûlé. Ce n'était pas encore la descente, heureusement il y avait quelques-uns et la plupart qui étaient là-dedans c'était les convalescents. Parce qu'on est à une période où il y a les cas de maladie. Selon les premières informations, le feu aurait commencé vers 16h30. Aussitôt informés, les éléments de la protection civile, la gendarmerie et la police nationale ont regagné le lieu de l'incident. Et le feu a été circonscrit grâce à leur concours. Le bâtiment en question sert de dortoir pour 80 jeunes garçons pensionnaires de l'Institut national des aveugles. La première des choses à faire, c'est déjà reloger les enfants ailleurs pour qu'ils puissent passer la nuit. Donc on n'a plus de dispositions. On est en train d'amener les matelas, les moustiquaires imprégnés, les couvertures. Pour l'instant, aucune information sur l'origine de cet incendie. Seules les enquêtes pourront nous édifier selon les autorités sur place. Voilà, ces jeunes ont besoin de notre aide. Après ce journal, vous pourrez suivre successivement le discours de clôture du président du Conseil des collectivités et le message du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord à l'occasion de la journée des personnes handicapées. Je vous retrouve demain, si tout va bien, pour les éditions du soir. Dans la matinée, vous serez en compagnie de Rachel Tessougué. Très bonne nuit à tous. Si mon téléphone corrigera, mon war sara sangata. Nefa, aketo koroga baradon. Ne bi seke chela. On be sara likane téléphone di. Téléphone wa al pharmacie la. Eh yorobe, ijo kanaje. Asira. Iklo bala suwasi gawa. Ne be nyeye la ya. Wa flani kemefla. Eh, mbo sara nga Orange Money. Chima, ka téléphone ko nunu. Ante ta warta dron. Orange Money mantel no yede akatela ya nafaka bonai. Ijo kana jebani. Awasira. Asara kaba. Eble wa. Ako kwa kateli. Ka soro fenteli mando ko ma bo bulu atanye do. So washi. Iblanya ngata. 600 ayauka sanuke telia kono auka téléphone fe ni sarali. Wala saka ko noya auma halibi katafe Orange fe amesidi auma kaseka auka sanuke auka téléphone fe boutique restaurant super tout pharmacie ani Orange Money fe baga jonjon be fe akanogo ala